Parlons humanitaire, l'entretien. Institut Cailloux. Combien ils en veulent ? 8,5 millions. Je l'achète. Les transferts monétaires, autrement appelés cash transferts. On en a tous entendu parler, on a tous suivi de près ou de loin un projet qui les utilisait. Mais sait-on vraiment de quoi il s'agit ? C'est ce que nous allons voir avec José aujourd'hui, qui s'est spécialisé sur cette question. Il nous détaille le parcours qui l'a mené à cela et son expérience ces dernières années. J'ai plus de 10 ans d'expérience en coopération internationale ou aide humanitaire, spécifiquement en moyens de subsistance et aussi en programme de transfert monétaire. Donc en Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, Amérique latine, aussi avec différentes organisations. J'ai travaillé avec Action contre la faim, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Agence espagnole de coopération internationale. Actuellement, je suis Technical Advisor, donc assistant technique avec le CALP Network. En réalité, ça n'a pas été un chemin prémédité, mais c'est plutôt dû à ma formation initiale. Moi, j'ai étudié sciences de l'environnement, et puis après, j'ai fait une spécialisation en coopération internationale. Cela m'a un peu permis à commencer à travailler dans le domaine de la coopération internationale, mais plutôt dans le développement rural, dans ce cas en Amérique latine. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans des contextes d'action humanitaire, et c'est là que j'ai commencé à justement intégrer les transferts monétaires dans ce qui est les projets et les programmes de coopération internationale en relation avec les moyens de subsistance ou en relation avec le développement à moyen et long terme. L'idée de donner de l'argent à des populations en soi n'est pas quelque chose de révolutionnaire. En quoi l'utilisation des transferts monétaires par les ONG est quelque chose d'innovant ? Et comment a évolué l'utilisation de cash dans les programmes ces dernières années ? Alors tout à fait, l'idée de donner de l'argent à des populations en soi n'est pas quelque chose de révolutionnaire ou de nouveau, on va dire. Parce que c'est vrai que l'utilisation des transferts monétaires, surtout dans le domaine des gouvernements ou dans le domaine de la protection sociale, ça se fait depuis bien longtemps, non? Bien des décennies même. Ce qui est plus ou moins nouveau, et là en réalité on vient à en parler depuis 15 ans, c'est à l'utilisation des transferts monétaires dans le contexte de l'aide humanitaire par les ONG. L'usage des transferts monétaires dans le domaine de l'aide humanitaire a commencé vers l'année 2004, surtout avec le tsunami en Philippines. Et c'est à partir de là que l'usage des transferts monétaires a été plus utilisé dans différentes crises humanitaires, non? Dont la Somalie, d'autres crises dans le Corne de l'Afrique, la crise de la Syrie, le Sahel, la crise des réfugiés au Venezuela et un grand, etc., non? L'usage des transferts monétaires a connu en réalité une grande expansion, surtout dans les dernières années, lorsqu'on a inclus les transferts monétaires comme une des principales aires de travail dans le contexte du Grand Bargain, soit maintenant autour de 18% de l'aide humanitaire totale qui est versée en transferts monétaires. On veut s'assurer que les transferts monétaires sont au moins considérés en tant qu'option de réponse. C'est vraiment si on n'est pas en train d'utiliser le cash, pourquoi on ne l'utilise pas? Le fait de pouvoir donner de l'argent aux populations qui sont vulnérables et qui sont affectées par une crise leur permet elles-mêmes de prendre des décisions par rapport à comment utiliser l'argent et quels sont ses besoins. Souvent, lorsqu'on parle de cash, on entend un certain nombre de préjugés, d'idées reçues et d'idées fausses sur le sujet. À ton avis, quelles sont-elles ? Typiquement la corruption, non? Il serait plus facile d'avoir des cas de corruption quand il s'agit de distribution d'argent. Par contre, ceci a été démontré comme faux en réalité. Et bien au contraire, et surtout par rapport à la digitalisation et par rapport aux différents mécanismes de suivi qui peuvent être mis en place, il y a des mesures de suivi beaucoup plus efficaces que pour les distributions en nature. Une autre idée fausse, c'est par rapport à l'usage que les personnes bénéficiaires pourraient faire du cash, comme par exemple acheter de l'alcool ou dépenser de l'argent dans des biens ou des services qu'a priori on ne considère pas prioritaires. Il est aussi démontré que la plupart des dépenses se produisent en produits alimentaires ou pour payer le logement ou payer les dettes ou investir aussi dans des moyens de production, par exemple. Mais plus de 90% de l'argent qu'ils reçoivent, normalement, est destiné aux besoins basiques. Donc, le mauvais usage du cash serait vraiment résiduel. Les moyens de contrôle qui sont mis en place pour les projets de transfert monétaire sont normalement assez stricts.
D'après toi, quelles sont les erreurs à ne pas faire à l'heure de mettre en place un projet utilisant des transferts monétaires? D'après mon expérience, le principal erreur, c'est justement mettre en place des projets de cash sans avoir la capacité de le faire, non? C'est ce qu'on appelle le cash greediness et qui inclut un peu la capacité du personnel qu'ont les organisations, mais aussi la mise en place de systèmes qui sont adaptés à pouvoir mettre en place des projets de transfert monétaire avec une certaine qualité, avec une rapidité qui puisse justement permettre la réponse aux crises dans des contextes spécifiques, non? Un point qui est important, c'est d'inclure bien sûr les organisations locales dans ce processus et comment on peut prendre en compte de la valeur ajoutée que les organisations locales peuvent emmener dans ce qui est les projets ou les programmes de transfert monétaire. Des fois, il y a une considération, et c'est aussi une idée fausse à ce niveau-là, comme quoi les organisations locales ont moins de capacités ou ont plus de difficultés à mettre en place des projets d'aide humanitaire, mais aussi de programmes de transfert monétaire. En réalité, il s'agit aussi de comment contribuer à que les organisations locales puissent amener aussi la connaissance du contexte local et comment les systèmes doivent être adaptés à ce contexte et quels sont les besoins réels aussi des populations locales, au court, moyen et long terme. Une autre erreur, c'est d'espérer que les conditions initiales soient parfaites. Et ceci, en réalité, dans l'action humanitaire n'existe pas, non? Il faut en réalité prendre des décisions par rapport à l'analyse de risque, à la stratégie à suivre. Et par rapport à cette analyse initiale, il faut essayer de mettre en place un programme, dans ce cas de transfert monétaire, qui soit flexible et qui puisse même être combiné avec d'autres types de réponses. Alors on l'a mentionné, le cash est souvent lié à la question des moyens de subsistance. Alors en quoi sont-ils liés et en quoi les transferts monétaires ne peuvent pas se limiter à ce type de projet? Depuis le début, le cash a été un peu associé aux moyens de subsistance en tant que secteur, non? Et on peut le voir même dans beaucoup d'organisations, comme quoi le point focal cash ou les professionnels du cash sont un peu en relation avec les moyens de subsistance, l'analyse de marché et un peu cette partie de sécurité alimentaire, moyens de subsistance. En réalité, le cash, c'est un moyen de réponse. Donc, il est multisectoriel et ils peuvent être utilisés justement, et ça c'est la base de la théorie du cash, surtout quand on parle du cash en espèces, peuvent être utilisés pour couvrir les différents besoins basiques, indépendamment du secteur spécifique. Aussi, on peut utiliser le cash pour lutter contre les crises, surtout les crises qui peuvent être prévisibles, comme les crises en relation avec le changement climatique, pour que les personnes puissent utiliser les transferts monétaires pour diversifier ses sources d'économie ou de revenus, protéger aussi ses équipements, ses infrastructures productives. Alors est-ce que tu pourrais nous décrire les projets visant à renforcer les moyens de subsistance que tu as connus, qui ont été les plus efficaces ou qui ont eu le plus de succès? La relation entre les projets de transfert monétaire et les projets de moyens de subsistance est spécialement, je dirais, positive quand il s'agit justement de transferts monétaires qui peuvent être utilisés pour que les personnes bénéficiaires puissent investir dans des business ou des petites entreprises pour pouvoir avoir des sources de revenus au moyen et long terme. Par contre, la relation est des fois un peu compliquée parce qu'il faut mettre en place une complémentarité entre la distribution de cash, mais aussi l'appui qui est besoin d'un point de vue technique. Lorsqu'il faut aider pour faire l'analyse de l'entreprise, l'analyse de marché, quel est le niveau d'investissement qui est nécessaire, le plan de commercialisation s'il y a besoin. Si cette complémentarité fonctionne, il est vraiment possible que ce projet puisse avoir du succès dans le court, moyen et long terme. Par exemple, à Gaza, pendant des années, on a mis des projets en place de transfert monétaire pour appuyer le secteur économique local, avec surtout des femmes vulnérables qui, à travers les transferts monétaires, pouvaient mettre en place des petits business pour pouvoir avoir une source de revenus. Ceci était accompagné par des formations, un appui technique pour la commercialisation des produits quand il y avait cette commercialisation. Et il y avait aussi une étude pour savoir combien ou quelle devait être la quantité de transferts monétaires qu'il fallait verser à ses bénéficiaires et quand aussi dans le temps.
Tu as parlé à plusieurs reprises d'utiliser des programmes de transfert monétaire dans des urgences ou dans le cadre de l'action humanitaire. Alors peut-on parler de projets de renforcement de moyens de subsistance dans des zones de conflit ou une situation humanitaire lorsqu'il n'y a plus d'économie formelle, par exemple? Les projets de transfert monétaire, surtout quand il s'agit de petits investissements, ils s'intègrent dans une économie informelle. Ils peuvent être développés aussi dans une économie formelle, mais ils peuvent s'adapter à cette économie informelle et bien sûr peuvent être utilisés aussi dans des zones de conflit. Il faut bien prendre en compte l'analyse de risque, surtout par rapport au niveau de la sécurité ou aux conditions initiales qui peuvent aussi changer par rapport au temps. Les transferts monétaires ont cette flexibilité pour pouvoir justement verser les transferts monétaires sans qu'il y ait une grande visibilité. Ce n'est pas le cas des fois pour les distributions en nature, non? Avec des grandes distributions, avec des camions qui arrivent, etc. Ou des endroits où il faut faire la queue. Ça dépend des mécanismes qu'on utilise pour distribuer. Pour les distributions, on peut utiliser les téléphones mobiles, on peut utiliser des cartes bancaires. Maintenant, on peut même utiliser les cryptocurrencies, donc les crypto-monnaies, d'une certaine façon qui n'est pas vraiment une visibilité réelle. Bien évidemment, si les réseaux fonctionnent et les marchés fonctionnent. Mais tout ça doit faire partie de l'analyse initiale, justement pour appliquer aussi le principe de do not harm, le principe de protéger. Est-ce que tu penses qu'il est réellement possible de renforcer ces moyens de subsistance sur le long terme sans une implication réelle du gouvernement en place? C'est une très bonne question. De plus en plus, la relation avec le gouvernement et surtout avec les systèmes de protection sociale est vraiment très importante. Parce que même au niveau de la mise en place de projets humanitaires, on doit prendre en compte des systèmes nationaux ou des systèmes locaux qui sont déjà en marche et qui peuvent justement assurer une bonne complémentarité avec les systèmes d'aide qui existent déjà. Mais aussi quand on parle de transfert monétaire au moyen ou long terme, ou quand on parle de la pérennité justement des interventions, la coordination avec les gouvernements locaux et les systèmes de protection sociale est aussi très, très important. Chaque fois, on parle justement plus de ce lien pour complémenter avec des ressources, avec de l'appui technique, avec des formations, pouvoir couvrir des populations qui ne sont pas incluses dans le système de protection sociale. Les transferts monétaires humanitaires doivent être vraiment en connexion et en coordination avec les gouvernements locaux quand ceci est possible, pour pouvoir, une fois que la crise est terminée, transférer les bénéficiaires ou transférer les programmes pour qu'elles puissent continuer avec l'appui, peut-être plus dans un contexte d'aide humanitaire, mais dans un contexte de graduation ou de développement. Merci beaucoup José d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.